Chers amis, bonsoir. Quel immense plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous habituel, Culture, l'autre regard. Merci de nous accueillir chez vous pour débattre ce soir d'un thème souvent débattu, mais pas assez, à savoir les femmes courage dans la littérature, puisque, comme le disait si bien Karl Marx, on reconnaît le niveau de développement d'un pays à la manière dont il traite ses femmes. Pour traiter de ce thème et d'autres encore, j'ai l'immense plaisir de vous présenter à eux deux presque un siècle de littérature. Ça ne les rajeunit pas, mais quand même, ils restent bon pied, bon oeil. J'ai l'immense plaisir de vous présenter tout d'abord M. Mohamed Saleh. M. Saleh, bonsoir. Merci pour l'aimable invitation. Merci à vous de l'avoir honoré aussi aimablement. Vous êtes enseignant universitaire, écrivain, traducteur, auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages entre romans, essais, récits, recueils de nouvelles et traductions. Puisque vous êtes aussi traducteur, vous écrivez dans les deux langues, arabe et français, et vous avez traduit de nombreux ouvrages, notamment ceux du monumental Mohammed Dib, avec sa trilogie nordique. Vous n'avez vraiment pas choisi la plus facile de ses œuvres. Et puis, vous avez publié tout récemment, parmi vos nombreux ouvrages, vous avez publié tout d'abord un roman, Jasad al-Mustabah, Hubbun fi Asf al-Rab, et on va en parler. Et puis, vous avez aussi publié un recueil de textes traduits de l'arabe au français et qui s'intitule « Uyun min al-Adab al-Jazairi », source de la littérature algérienne, dont on va parler aussi en seconde partie d'émission. Merci encore d'être parmi nous. Merci. Et puis, j'ai parlé de bon pied, bon oeil, et vous reconnaîtrez l'œil pétillant de M. Najib Stambouli. M. Stambouli, bonsoir. Bonsoir, cher Jawed. Merci d'être parmi nous ce soir, M. Stambouli. Vous êtes journaliste, écrivain, vous aussi auteur d'une multitude d'ouvrages, entre romans et essais. On peut citer Ma piste aux étoiles, qui est un grand succès de librairie. Le mauvais génie, pour lequel j'ai eu l'immense plaisir de vous recevoir lors de la deuxième saison. Et puis, vous revenez cette année avec un roman tout nouveau, tout beau, qui s'intitule Juste une gifle, et qui annonce d'emblée la couleur, si je puis dire, et le thème, et dont on va débattre ce soir avec votre aimable présence. Merci encore d'être parmi nous. Tout plaisir est pour moi. Plaisir partagé, M. Stambouli. Et je me tourne d'abord vers M. Saleh avec Jasad al-Mustabah, Hubbun fi Asf al-Rab, et cette héroïne, Malika. Alors, avec votre technique littéraire dûment éprouvée, vous placez le décor, qui est un décor vraiment presque d'horreur. On est en pleine panique avec l'héroïne, et puis vous opérez une analepse pour nous emmener à la genèse de cette tragédie que va vivre l'héroïne, à savoir le milieu socio-culturel dans lequel elle évolue. Et en cela, on va y revenir lorsqu'on abordera un petit peu la partie théorique de la littérature. En cela, vous opérez presque une sociologie de vos personnages et vous montrez la filiation entre roman et sociologie. Vous n'êtes pas étranger à ces thèmes, vous les avez enseignés à l'université. Mais tout d'abord, justement, faites-nous la sociologie de Malika. De qui s'agit-il et de son entourage, son beau-père Tahar et sa mère? La violence contre les femmes a été pour moi un grand souci, un grand sujet, parce que on le voit, nous voyons que notre société, elle considère la femme comme un être mineur et qui doit être non seulement protégé, mais c'est un être auquel on doit y mettre beaucoup d'entraves. Et ces entraves, c'est des entraves qui sont déjà réglées par la tradition d'abord, où la femme doit être cantonnée à l'intérieur de la maison, elle ne sort qu'accompagnée d'un homme, du frère, du père, mais elle ne sort que pour du temps où la femme ne travaillait pas, elle doit sortir uniquement pour aller à une fête, pour aller à un enterrement. On ne trouve pas des femmes qui sortent à n'importe quel moment, comme on le voit dans les pays européens. Ou comme on le voit maintenant aussi, puisque l'enseignant que vous êtes, je suppose que lorsque vous... Pardon de vous interrompre, mais l'enseignant que vous êtes aussi, déjà, je pense que la moitié de vos collègues... c'est des femmes. Et lorsque vous vous adressez à l'amphithéâtre, au moins la moitié de vos étudiants... La moitié, ça peut aller jusqu'à 90%. C'est pour ça que j'ai dit au moins. Oui, mais on peut dire aujourd'hui, maintenant,
à partir justement de ce nouveau siècle, après, disons, le bouleversement de la tragédie noire et tout, on peut dire que la société a changé et que la femme a acquis certains droits. Tandis que moi, j'ai replacé mon histoire dans un contexte d'avant et qui a d'avant l'ouverture, d'avant cette ouverture, plutôt d'avant le 21e siècle. Et c'est pour cela, donc j'ai pris un personnage qui est une jeune fille, et bien sûr dans tout personnage, comme on dit, un roman, c'est d'abord un personnage, et ce personnage-là, il est tiraillé par la vie. Quels sont les éléments qui font de lui qu'il aime ou qu'il déteste la vie. Et il y a aussi l'amour, parce que dans tout, on peut aimer, on peut ne pas aimer. De toutes les façons, il n'y a pas d'histoire, en fait, pas de roman, sans vraiment une histoire d'amour. Et puis, il y a la mort aussi. Donc, à partir de ces trois éléments, j'ai imaginé un personnage, Melika, une lycéenne, et qui aussi, pour que vous parlez de la sociologie, on ne peut pas aussi parler de violence comme ça innée. Il faut qu'elle s'explique. Certes. Il faut qu'elle s'explique sociologiquement. C'est-à-dire que nous avons un contexte socioculturel, socio-économique. Nous avons des relations qui sont conflictuelles avec la mère, avec le père. Enfin, dans ce cas-là, justement, la fille vit avec sa mère chez son beau-père. Donc, son père, elle ne le connaît presque pas. Et de là aussi, il y a, parce que même pour bien expliquer, il y a le personnage de Melika, mais il y a aussi sa mère, il y a son beau-père. Donc je suis obligé aussi, pour donner une certaine véracité et puis une certaine, disons, une vraisemblance. Une vraisemblance, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Donc pour aller aussi, l'explication de sa mère, comment elle a eu son premier mariage et comment est née Melika. Et aussi, j'ai essayé aussi de donner quelques ingrédients d'algérianité, c'est-à-dire que la femme, elle a connu, elle était un peu dépassée par l'âge du mariage, parce qu'elle n'était pas belle aussi, donc elle était un petit peu moche. Et puis aussi, il y a eu une occasion, elle est sortie avec sa mère pour aller dans le cortège pour ramener une mariée voisine. Et puis, comme par hasard, il n'y avait pas de place, sa mère et, je crois, la femme de son frère ne sont pas partis. Elle s'est retrouvée dans la voiture avec un chauffeur qui se disait ami du marié. Et puis, petit à petit, il y a eu une discussion. Et de la discussion, l'homme lui a transcrit un numéro de téléphone. Et comme ça, est né. Et pour elle aussi, il y a quand même beaucoup de temps d'attente, d'inquiétude pour essayer, est-ce qu'elle va téléphoner à cet étranger ou non. Et puis à un certain moment, elle se décide et là commence une vie un petit peu clandestine. Parce qu'elle doit sortir de la maison, aller dans une cabine téléphonique, essayer de parler à cet homme, qui l'invite à une rencontre, elle a peur, et puis petit à petit, elle se dit, pourquoi ? Pourquoi ? Il faut, tu sais, il y a le désir de s'épanouir, il y a le désir de rencontrer un homme, alors qu'elle était considérée comme étant une vieille fille. Et donc, et à partir de là, quand il y a une relation clandestine, fatalement, il y a un enfant. Et là aussi, la mère, elle vit aussi une tragédie parce que elle a été, disons, reniée ostracisée par sa famille. Et elle a été obligée de vivre clandestinement aussi comme deuxième femme. Il s'avère que aussi le bonhomme était marié, c'était un commerçant. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc le deuxième point, comment aussi elle se marie une deuxième fois. Elle se marie aussi parce que sa fille était malade, elle entre à l'hôpital, qu'on garde malade, et là elle retrouve une vieille femme qui est malade aussi, et son fils qui vient tous les jours, et puis elle prend soin de la mère, et puis c'est la mère qui demande sa mère pour son fils. Justement, on remarque. Donc voilà, il y a aussi certains comportements qui sont algériens.
Tu sais, la société, chaque société, elle a sa façon de vivre, sa façon de construire Des relations sociales, justement. des relations sociales. Mais la fille n'était pas, elle est là. La fille aussi, elle vit disons, une grande inquiétude dans ses relations. Là aussi, où je parle de sa relation avec son ami qui s'est marié, au lycée, qui s'est marié avec disons, un étranger, un riche étranger. On va y arriver, mais avant cela, si vous permettez, justement, je profite de l'occasion où vous mentionnez le background, en tout cas le vécu de la maman et aussi le vécu d'autres personnages. C'est qu'on remarque dans ce roman que vous investissez toute votre expérience en matière de technique littéraire. Il y a des chapitres qui sont presque, et je parle aussi aux nouvellistes, qui sont presque des nouvelles indépendantes, c'est-à-dire qu'on pourrait les retirer du roman, les lire séparément et on aurait une nouvelle avec sa construction. Et donc, vous opérez ce jeu-là et vous employez toutes les cordes de votre arc littéraire, justement, dans la construction de ce roman. Oui, parce que écrire un roman, ce n'est pas une sinécure, ce n'est pas ouvrir l'ordinateur et écrire n'importe quoi. Je pense qu'il y a aussi des techniques littéraires, il y a aussi des constructions. Le personnage, il doit avoir un état civil, il doit avoir une vie. C'est-à-dire, on doit construire un personnage comme si c'était un personnage vrai. C'est un personnage qui est fictif, qui est créé par l'auteur, mais on doit donner cette image de vraisemblance au lecteur pour dire qu'effectivement, on peut rencontrer ce genre de personnage dans notre vie quotidienne. Alors justement, comment réussir à créer un type littéraire qui fait qu'on se retrouve, on se reconnaisse dedans, ou du moins on le reconnaît. Malika, c'est Flana dans tel voisinage. Et éviter le stéréotype qui est justement la marque du roman de gare où on a des ectoplasmes qui fait que tout le monde se reconnaît dedans, si bien que finalement personne ne s'y reconnaît en dernière instance. Oui, c'est vrai que pour écrire une écriture réaliste, c'est vrai qu'on a déjà des référents qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on a rencontrés dans notre vie, il y a aussi des histoires qui nous ont été racontées, donc c'est ce qu'on appelle la matière brute, et cette matière brute, pour pouvoir en construire un personnage vraisemblable, il faut aussi qu'il soit indépendant. C'est-à-dire que le référent ne doit pas être là pour expliquer le personnage. L'histoire, le personnage doit avoir son indépendance qui est en parallèle avec la réalité. C'est pour cela qu'on peut dire que c'est un personnage qui est en même temps fictif, mais qui est en même temps réel, et auquel les lecteurs peuvent s'y reconnaître. Je suis sûr que beaucoup de lectrices peuvent s'y reconnaître dans le personnage de Malika, et même dans le personnage de sa mère. Sans doute, oui. Oui, ou bien de Nawal, ou bien d'autres. Ou bien de Nawal, surtout. C'est surtout de Linda. Oui, le personnage de Linda ou de Nawal. Oui, moi, Sohila, j'ai tout de suite vu un visage dessus. Oui, voilà, déjà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la société, nous connaissons beaucoup de types de femmes, et elles ne se ressemblent pas. Et pour présenter un roman qui soit plus ou moins riche, on ne présente pas dans un roman deux vies de femmes qui se ressemblent. Il faut que chacune d'elles présente un certain type, sociologiquement parlant. Oui. Afin justement de refléter ou du moins de représenter toute la complexité du réel, complexité sur laquelle on va revenir. Cependant, puisque vous avez tous les deux abordé un thème similaire, on va se tourner vers notre second romancier, Najib Stambouli, et son roman Juste une gifle. Vous aussi, vous opérez la dissection de ce phénomène social, à savoir la violence envers les femmes. Cependant, vous précisez plus particulièrement la violence conjugale, puisque c'est l'histoire de Adila et de Doni. On retrouve encore une fois vos procédés où vous recourez à l'onomastique.
Et on devine très vite ce qu'il en est. Et le roman s'ouvre sur un monologue intérieur, celui de la mariée, qui s'appelle Adila. Et le roman se déroule et relaté à la première personne. Et c'est une gageure pour un homme de raconter une histoire par la voix d'une femme avec un personnage féminin qui s'exprime à la première personne. Surtout que c'est la première fois, il me semble, que vous employez ce procédé. Oui, c'est-à-dire c'est la première fois où j'utilise le jeu, où le personnage vit son aventure, vit son intrigue à la première personne. Donc il y a ma casquette de journaliste qui m'a toujours empêché d'utiliser le jeu, puis toute une culture depuis Pascal qui estime que le moi est haïssable. Et cette fois, je me suis lancé, c'est un défi, je ne vois pas un autre mot, de me mettre dans la peau d'une femme, probablement pour mieux restituer, pour mieux rendre tous ces tiraillements, tous les déchirements qu'elle vit sous les coups, au sens pas symbolique du tout, au sens réel, sous les coups de son mari. Donc, si j'ai réussi à bien rendre le drame qu'elle vit, si je suis arrivé à bien intégrer la peau d'une femme, c'est au lecteur, bien sûr, de le dire. Certes, en tout cas, vous nous embarquez immédiatement justement dans ce monologue intérieur, un petit peu à la manière de Mohamed Saleh. Vous aussi, vous partez d'une scène nodale, qui est la scène de mariage, Tzdeira, le monologue intérieur, où vous opérez vous aussi une sorte de dissection sociologique sur la fête du mariage lui-même, où le personnage dit « la fête profite à tous, sauf au couple ». Et c'est là où aussi on voit aussi la gageure, puisque vous vous dites à quoi pense la mariée en dansant pendant la longue stase où elle trône au milieu des regards, qui eux aussi la dissèquent. Et vous faites tout ce travail-là de restituer les idées qui lui passent par la tête pendant les heures où elle ne bouge pas. Oui, parce que la fête, comme l'enterrement, il y a certaines cérémonies où sont concentrées toutes les contradictions de la société algérienne. Absolument. Et c'est à la fois un procédé facile, mais pas si facile que ça, parce qu'on arrive dans un espace et dans un temps très réduit à retrouver tout ce qui traverse de bon et de beaucoup moins bon la société algérienne. Et c'est ce que j'essaye de rendre à travers tous mes romans, pas seulement celui-ci. Dans celui-ci, parce que les contradictions, elles sont peut-être un peu plus aiguisées, donc je les rends de façon plus parlante. Voilà. Il y a aussi, c'est ma lecture en tous les cas, il y a aussi cette symbolique du faux semblant. C'est pour ça que la scène du mariage est nodale, c'est-à-dire qu'elle constitue le nœud du roman duquel tout va se déployer. C'est qu'il y a aussi cette symbolique du faux semblant qui commence d'emblée dès la fête, et faux semblant aussi qu'on va retrouver en amont, dans la rencontre. Et là, vous opérez vous aussi une analepse, c'est-à-dire un flashback, et on voit tous les lieux communs de la séduction, et votre personnage les cite avec une ironie très burlesque. Oui, parce que justement, c'est-à-dire on essaye de rendre tout ce qui est dans la société, notamment dans le mariage, qui est le symbole de la parade démesuré. Oui, démesuré, et en quelque sorte, j'annonce la couleur de tout ce qui suit pardon, dans le roman, dans le mariage. C'est là où s'étale toute la culture de l'apparat et plus profondément de l'hypocrisie, du faux semblant, du double face, qui est une des tares les plus visibles, en même temps les plus cachées de notre société. C'est-à-dire, dès le départ, j'annonce la couleur de tous les louvoiements
qu'on va retrouver par la suite, aussi bien dans le personnage masculin principal que dans d'autres personnages Secondaire. plus ou moins secondaires. Oui. Voilà. Et donc, on va suivre à travers les yeux de Adila, qui sont des yeux très caustiques, notamment lorsqu'elle raille aussi les discussions familiales avec la belle famille, où elle dit, et je la cite, je vous cite évidemment, elle dit, elle raille la discussion qui ahan entre sujets sur le bon vieux temps où l'on était pauvre mais ne manquait de rien, et d'autres tout aussi exaltants sur la sécheresse qui ne finira pas tant qu'il ne pleut pas. Oui, c'est-à-dire, c'est elle, c'est moi à travers elle oui, c'est la raillerie, c'est la dérision, c'est l'ironie sur les discussions. Un peu, encore une fois, on revient sur l'apparat, voilà. Alors, tout est bien qui commence bien. Adila est enseignante au primaire. Le mari donné, sauf son prénom, on ne peut pas encore imaginer ce qu'il en est enseignant à l'université. Et en plus de psychologie sociale, excusez du peu. Donc, c'est vraiment le cordonnier mal chaussé. Ah, absolument, mais mal chaussé volontairement, plus ou moins volontairement, parce que lui aussi, il est irrigué et traversé par toutes les contradictions. Et puis, mais lui, c'est le côté extrême hein, de l'homme qui assume son hypocrisie. Alors, on parlait avec M. Sarri de sociologie. Justement, vous peignez le tableau d'un couple moderne, instruit, nucléaire, puisqu'ils en ménagent seuls, mais qui pourtant traîne avec eux, à travers le mari, traîne avec eux le poids des anciens rapports tribaux, où il s'agissait d'établir en fait un rapport de force qui détermine qui va incorporer l'autre à la tribu. Je compte d'Allah, finalement. Eh bien, finalement, c'est le mari, par sa force de conviction à lui, c'est sa force tout court, c'est la force du mal, c'est la force du dominant, et il va essayer d'imposer, aussi bien par la violence directe que par d'autres moyens, par d'autres biais. De torture ou de sadisme psychologique. Oui, qui sont connus pour les maris violents, avec des tentatives de séduction, de pardon, d'aller-venue, d'aller-retour entre la force et la séduction. C'est des techniques en réalité connues. Hein. À la limite, je n'ai rien inventé, peut-être assez bien rendu, je l'espère. Ben justement, c'est que moi j'étais en train de lire et je me dis petit à petit, j'ai affaire, en ce qui concerne Donné, c'est-à-dire le personnage, j'ai affaire à un pervers narcissique. Et c'est ce qui se confirme justement, notamment à travers la bouche d'un des personnages du roman qui va elle-même établir ce diagnostic. Cependant, avant d'arriver à cette dimension, on va opérer un petit intermède musical avec votre aimable autorisation, puisque c'est le moment de notre minute mélomane que nous allons découvrir après le jingle. Ce soir, notre équipe a choisi pour vous de vous faire découvrir ou redécouvrir Big Sam Walau Marra Bes. Je vous laisse découvrir.
C'était Diksam Walaw Marra Das. Et je reviens vers mes chers invités et vers Mohamed Sari et Jassad el-Mustabah, son dernier roman, paru tout récemment. Et Malika va vivre moult péripéties et va vivre une véritable tragédie sur laquelle on ne va pas s'appesantir afin de ne pas gâcher le plaisir du lecteur. Cependant, au sortir, disons, de cette tragédie, même si une autre l'attend, elle va rejoindre un centre pour femmes en détresse. Et là aussi, le sociologue romancier que vous êtes met en exergue l'importance de la solidarité sociale et des institutions qui permettent cette solidarité. Et justement, ces liens et ces rapports sociaux qui se tissent en marge du détricotage du rapport social qui fait que Malika vit la tragédie qu'elle a vécue. Oui, bien sûr, la solidarité entre les opprimés, entre ceux qui vivent des conditions très difficiles, elle est vraiment, elle est solide, effectivement, parce que Malika, après tout son parcours, et surtout lorsque même ses parents, quand elle était un petit peu dépressive, ont essayé de la guérir par des moyens de tradition, ruqya, avec un vieux boudrba qui lui donne des coups de cravache jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, et puis aussi sa mère qui l'emmène chez un vieux aussi dans une ville comme ça d'intérieur lointaine. Donc tout ça aussi pour montrer aussi ces valeurs ancestrales qui reviennent, enfin qui sont d'un autre temps, mais que notre société continue à vivre et continue à y croire aussi. C'est-à-dire de notre ère, au lieu d'emmener la fille chez un neurologue, chez un psychiatre, mais non, on l'emmène chez ce qu'on appelle les guérisseurs traditionnels. Ou tout simplement de lui offrir un milieu social et culturel épanouissant. Oui, mais des fois, enfin dans la plupart des cas, c'est que la famille ne peut pas changer de milieu ni économique ni culturel. C'est-à-dire elle ne peut pas offrir aux déprimés des conditions de vie plus décentes. Sinon le problème aurait... Oui, au niveau matériel, je comprends, mais au niveau affectif, c'est-à-dire ne serait-ce que plus de bienveillance, plus de compréhension et plus d'écoute aurait empêché mais de toute façon, la famille, le beau-père par exemple, et même la mère, croient que la meilleure solution, que le meilleur remède pour une fille qui a des problèmes, c'est aussi la violence. Parce que déjà, quand elle a eu des problèmes, quand elle est sortie et qu'il y a eu le problème de la gendarmerie et tout ça, donc son beau-père l'a vraiment tabassé d'une manière, pour lui, pour que cette fille suive le droit chemin, il faut qu'elle reçoive une raclée monumentale. Donc il y a aussi, d'ailleurs, c'est une façon d'éduquer les enfants. D'ailleurs, dans nos familles, on dit que l'éducation se fait par la force, et non pas par l'écoute, et non pas par une certaine approche plus ou moins psychologique, plus ou moins, disons, entre guillemets, intellectuelle. Donc c'est à partir de là que Malika va vivre quand même des péripéties qui l'emmènent de mal en pis, comme on dit, oui. Jusqu'à ce qu'elle ait un enfant et que vraiment elle n'a pas où aller. Et elle se retrouve dans une maison publique de femmes célibataires. Mais aussi il y a la sœur d'une des victimes qui était avec Malika et qui va quand même lui donner un peu d'espoir pour qu'elle puisse quand même vivre et ne plus revivre les anciennes, toutes les douleurs, les péripéties, les personnes qui l'ont maltraité. Et donc, moi, j'ai opté enfin pour une fin plus ou moins optimiste. Certes. Parce que le roman, c'est vrai qu'il est pessimiste, il y a plein de douleurs, plein de scènes un petit peu qui sont terribles, qui sont terribles. Et vers la fin, j'ai dit que pourquoi ne pas donner une note d'optimisme, c'est-à-dire que cette fille, en fin de compte, avec tout ce qu'elle a vécu, parce que elle-même, elle a aimé la vie. Elle a voulu se suicider. Enfin, elle a tenté elle avait des tentations de suicide, mais elle s'est dit pourquoi me suicider? Elle est encore jeune, la vie est encore devant elle, et pour elle, quelles que soient ces conditions néfastes, mais elle y tient à la vie. Il y a une résilience chez elle, justement. Il y a une certaine... pour elle, vivre malgré tout, et bien sûr, elle a trouvé
au moins la personne, Nawal, qui va l'aider. Donc elle va l'aider, elle va lui donner l'espoir de pouvoir se débarrasser de toute son histoire douloureuse. Alors, en vous lisant, on a l'impression, surtout lorsqu'on vous connaît, pas forcément personnellement, mais lorsqu'on connaît votre parcours, vous êtes enseignant, donc vous êtes constamment au contact avec les jeunes générations. Par ailleurs, vous êtes père, vous êtes chercheur, et donc vous êtes toujours à l'affût des nouvelles études sociologiques. On a l'impression aussi que lorsque vous écrivez ce roman, c'est presque pour rappeler quelque part que cette modernité dans laquelle nous entrons de plein pied, que nous voyons tous les jours, est un acquis précieux qu'il faut continuer à consolider, car juste derrière nous, il y avait la tragédie de Malika et de toutes celles qui ont connu la même chose. Oui. C'est comme si c'est vrai qu'il y a derrière nous, avec la décennie noire, avec tous les problèmes, enfin les problèmes de la société algérienne. Actuellement, c'est vrai qu'on commence à se débarrasser de ces problèmes. La femme devient plus libre. On voit que l'université, dans nos amphis, nous avons 90% de filles. Dans le système, dans l'administration, il y a beaucoup de femmes. Dans le système médical aussi, presque tous les médecins sont femmes. Donc, c'est vrai que ça donne de l'espoir pour que notre société sorte enfin du carcan traditionnel, du carcan qu'on a vécu. Et l'Algérie n'a pas vécu quand même. Il y a eu la guerre d'indépendance qui était très douloureuse, mais il y avait aussi les années de la décennie noire qui étaient aussi douloureuses. Donc, c'est-à-dire, en fin de compte, il faut rappeler pour que l'Algérien puisse se débarrasser, d'ailleurs apprendre des leçons de vie pour pouvoir ne plus tomber dans le piège de la violence dans laquelle a vécu l'Algérie, que ce soit la violence contre les femmes ou la violence aussi multidimensionnelle, la violence sociale, la violence... tous les traumas que l'Algérie a vécu. Alors, on vient de découvrir succinctement, évidemment, on ne saurait retracer 50 ans de carrière en si peu de temps, le romancier. On va s'intéresser au traducteur dans un petit moment, mais avant cela, on va poursuivre sur ce thème avec juste une gifle de Najib Stambouli. Donc, on avait dit tout est bien qui commence bien. Cependant, on sentait d'emblée qu'on était face à un château de cartes, face à un monde de faux semblants, et le vernis craque très vite avec la première gifle, qui donne justement son titre au roman. Et à ce moment-là, déjà, le vernis commence à craquer. Oui, il a craqué, c'est tout. Pour une broutille. Oui, c'est-à-dire l'époux, le compagnon ou le compagnon violent, il cherche juste le prétexte, parce qu'en réalité, la pulsion de violence, elle est en lui, donc il lui faut juste la goutte d'eau qui va faire déborder son vase de violence. Et il était à la recherche du petit prétexte, et il gifle. Et juste après, il revient demander pardon, et là s'enclenche tout un processus de gestes très très violents, d'actes bestiaux, d'actes d'agressivité, et qui alternent avec des phases de demande de pardon, où il essaie de la récupérer. Enfin, il y a tous les ingrédients du comportement du mari violent qui, à certains moments, essaie de l'isoler, et il l'isole de l'être le plus cher pour elle, qui est sa mère, qui est aussi sa confidente. Il abat toutes les cartes du mari violent, avec le côté, de temps en temps, physiquement, c'est les coups, etc., et le côté hypocrite, et que l'on voit surtout le jour de la conférence à l'université. C'est l'un des sommets du roman, oui. Voilà, c'est là où il présente une conférence sur l'émancipation féminine et les luttes des femmes, etc. Et
il rabroue vertement sa femme qui l'a convié à la conférence. Oui, en- c'est un sadique, c'est un pervers narcissique. Narcissique, voilà. Et on voit en lui le démagogue, toute la démagogie. Malheureusement, ce n'est pas le seul, hein, ni à l'université, ni dans d'autres milieux où des personnages, des personnalités arborent une devanture d'homme ou de femme, attention, très très moderne. Et une fois au foyer, on chasse le naturel, il revient au galop. Et là, l'université, après sa conférence sur l'émancipation de la femme, surtout ce qu'a fait l'Algérienne en particulier pour se libérer, et il exhorte, il harangue l'assistance en leur disant « foncez, osez, la tête haute et la poitrine haute, etc. » Il fait tout un discours. Et juste après, quand son épouse, qui la convient, elle pose une question justement sur ce comportement et il l'humilie de la manière la plus blessante. Et voilà, c'est-à-dire la violence, bien sûr, elle n'est pas que physique, elle est aussi violente. Et c'est l'humiliation, il la répétera dans d'autres endroits, devant ses parents à lui, etc. C'est-à-dire c'est quelqu'un diabolique, mais au sens propre. Hein, c'est-à-dire il est aux aguets pour dénicher les moments de faiblesse et là où elle est le plus vulnérable. Ouais. Voilà, il est comme un serpent, c'est-à-dire il est comme un cobra, et puis il lui arrive d'être patient comme ça. Il suffit d'un moment de faiblesse pour qu'il attaque, pour qu'il pique. Alors, vous décrivez justement ce cercle vicieux de brimade, amadouement, Voilà. brimade, réconciliation, côté noir et puis côté brillant, solaire, etc. Le pervers narcissique a de l'entre-gens, il a de la faconde, donc il a des amis partout. Donc lorsqu'il l'emmène en voyage, elle est éblouie par tout ce qu'il lui présente. Et puis surtout, elle a presque honte, on a l'impression parfois, elle a presque honte de penser à mal d'un mari qui a autant de succès partout. Oui, c'est-à-dire Elle intériorise presque le reproche. c'est-à-dire elle est tiraillée, elle tombe très souvent dans le panneau, c'est ça. C'est-à-dire c'est des histoires malheureusement classiques. L'histoire n'est pas réelle, mais elle est très plausible. C'est-à-dire beaucoup de femmes, des milliers peut-être, malheureusement, je dis bien malheureusement, vont se reconnaître dans la tragédie de Dila. Et bien sûr, et de son côté, l'homme, le mari violent, il est dans une dynamique où il doit frapper et il l'oublie, malheureusement. Et ça, c'est un message que je donne à tous ceux qui sont portés sur la violence conjugale, que frapper, lever la main, frapper sa femme n'est pas plus vil que lever la main sur sa propre mère. C'est aussi tragique, c'est aussi dégradant. C'est-à-dire quand on frappe ça, il n'y a aucun honneur, il n'y a aucune gloire à tirer du fait de lever la main sur une femme, avec ou sans raison, bien sûr. Certes, évidemment. Alors, on va creuser d'autres aspects. Cependant, avec votre aimable permission, on va d'abord opérer cette fois-ci un intermède littéraire, puisque c'est le moment de consulter notre livre de chevet. À tout de suite après le jingle. Ce mois-ci, notre livre de chevet sera l'immense Frantz Fanon, avec le tome 1 de ses œuvres complètes et qui regroupe ses 4 ouvrages les plus connus, Peau noire, masque blanc, L'an 5 de la Révolution algérienne, le célébrissime Les damnés de la terre, d'une brûlante actualité, et le recueil de textes posthumes pour la Révolution africaine. Pour ce soir, je vous propose de découvrir un passage de l'an 5 de la Révolution algérienne, censuré dès sa parution en France et publié à l'époque par le courageux François Maspero. Alors, dans une guerre de libération
Et là, je vous suggère vivement de penser à celle que mènent aujourd'hui nos frères palestiniens. Dans une guerre de libération, le peuple colonisé doit gagner, mais il doit le faire proprement, sans barbarie. Le peuple européen qui torture est un peuple déchu, traître à son histoire. Le peuple sous-développé qui torturerait, assurerait sa nature, fait son travail de peuple sous-développé. Le peuple sous-développé est obligé, s'il ne veut pas être moralement condamné par les nations occidentales. Pour un oui, pour un non, est-ce que vous condamnez le Hamas? Le peuple sous-développé, s'il ne veut pas être condamné moralement par les nations occidentales, doit pratiquer le fair play, tandis que son adversaire s'aventure, la conscience en paix, dans la découverte illimitée de nouveaux moyens de terreur. Le peuple sous-développé doit à la fois prouver, par la puissance de son combat, son aptitude à se constituer en nation, et par la pureté de chacun de ses gestes, qu'il est, jusque dans les moindres détails, le peuple le plus transparent, le plus maître de soi. Mais tout cela est bien difficile. Alors que dans la région de Mascara, il y a exactement 6 mois, plus de 30 combattants encerclés et ayant épuisé leurs munitions, après s'être battus à coups de pierre, étaient faits prisonniers et exécutés devant le village, un médecin algérien dans un autre secteur détachait une mission aux frontières pour ramener sans délai des médicaments seuls capables d'enrayer la maladie d'un prisonnier français. Au cours du trajet, 2 combattants algériens étaient tués. D'autres fois, des soldats sont affectés à une mission de diversion pour permettre à un groupe de prisonniers d'arriver indemnes au poste de combat, au poste de commandement de la région. Et on songe à la différence essentielle entre le traitement des otages, des colons réservés par le Hamas et les prisonniers palestiniens qui reviennent exsangues des geôles de l'entité sioniste. C'était un extrait de l'an 5 de la Révolution algérienne, tiré du tome 1 des œuvres complètes de Frantz Fanon, que nous continuerons à découvrir tout au long de ce mois-ci. Comme nous allons découvrir cette fois-ci immédiatement cette autre corde à votre arc, Mohamed Sari, à savoir celle du traducteur avec Uyun min al-Adab al-Jazairi, avec des extraits d'une littérature algérienne entre les deux guerres, c'est-à-dire entre la Deuxième Guerre mondiale et le déclenchement de la Révolution, et qui va apporter une sorte de contre-discours à la description péjorative que fait la littérature colonialiste et algérianiste au sens voulu par notamment les auteurs français dont Camus et l'Avatar, le dernier Avatar. Et cette littérature-là, méconnue, va apporter un contre-discours pour sortir des clichés de l'Algérien bestial, paresseux, avec tous les topos de la littérature coloniale. Oui, dans ce recueil de textes, c'est vrai qu'il y a plusieurs textes diversifiés. Il y a des textes qui racontent l'Algérie indépendante, comme le manifestant de Rachid Mimouni. Oui. Il y a une nouvelle aussi de Mohamed Dib, le talisman, qui raconte aussi une période charnière de la guerre de libération nationale. Absolument. Alors qu'il y a vraiment des scènes horribles où un officier parachutiste, il torture des personnes, enfin c'est des civils qui ont été cantonnés dans un grand garage, dans une grange, et pour les faire parler jusqu'à la mort, et jusqu'à même torturer un enfant de presque de 12 ans, 14 ans. Il leur dit, vous avez 5 minutes pour parler, et si vous ne parlez pas, la torture commence jusqu'à ce que le bonhomme décède. Donc vraiment, c'est une scène horrible, hein, et que, bien sûr, que Mohamed Dib, comme vous savez, a été marginalisé pendant longtemps parce qu'il ne voulait pas entrer dans ce qu'on appelle le bilan positif de la colonisation. Absolument. On parle de nos richesses, enfin leurs richesses, et ainsi de suite. Ça, c'est connu. Mais il y a aussi, à l'intérieur, un extrait d'un roman qui est aussi très, très expressif dans ce sens. C'est celui de Jamel Swidi, oui, dans son roman Amastan Sanhaji, oui, où il revient en l'an 900, 1100 de notre ère,
À l'époque où on parlait des tribus, Sanhaja, Kutama, Zenata, Tout à fait. où il parle de Ziri, d'ailleurs le roman même lui-même commence par le décès dans une bataille de Ziri, donc il y a le Sanhaji qui a construit Alger, et aussi dans le texte, il y a vraiment, je l'ai choisi enfin, presque pour ça, parce que, et ça a un rapport avec l'actualité. Vous savez, du côté de Bougzoul, il y avait la capitale des Sanhaja qui s'appelait Achir. Oui. Et puis aussi, donc, ce chapitre, c'est le personnage fictif, parce que dans le roman, comme c'est un roman historique, donc nous avons des personnages historiques et nous avons des personnages fictifs. Évidemment. Donc c'est un architecte qui va essayer de construire la nouvelle ville de Achir. Donc il y a tout un savoir sur justement cet endroit, le relief, la géographie, les nappes d'eau, délimitées par des montagnes et ainsi de suite. Donc, et ça nous rappelle d'ailleurs, moi aussi, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, ah tiens, les gens qui ont l'Algérie indépendante, qui ont décidé de construire la nouvelle capitale à Bouguezoul, la nouvelle grande ville, c'est vrai, ils se sont inspirés de l'ancienne ville de Achir, parce que c'est l'endroit, il est vraiment excellent, idéal pour construire une nouvelle ville, une nouvelle capitale. Donc ça aussi, pour essayer de mettre un pont Et cette continuité historique. entre l'histoire ancienne d'avant la colonisation, nous sommes au 9e siècle, 10e siècle, hein, où l'Algérie était, c'est des États, on les appelle les États berbères, les États. Il y avait tout un conflit entre le Khilafat al-Islamiyya, hein, le califat, la régence. voilà, le califat de Bagdad, et aussi le nouveau califat, le second califat en Andalousie. Donc ça, c'est un sujet qui est très très intéressant et que nos écrivains aussi mettent en valeur pour dire que l'Algérie, elle a une histoire. Oui, en tant que bloc historique. Et que même le savoir architectural, le savoir de l'urbanisme, il existait à l'époque. Ouais. Il existait, c'est-à-dire que ce n'était pas la terre vierge et sans voilà, la terre vierge qu'ont prétendu découvrir et valoriser les colons. Alors, une dernière question pour clore ce débat. L'enjeu de la traduction dans un pays diglossique, c'est-à-dire où deux langues sont, au moins dans la littérature, où nous avons deux langues, la littérature de langue française, la littérature de langue arabe, à côté aussi la littérature de langue berbère. Et très souvent, ceux qui lisent en arabe ne le font pas en français et vice-versa. Et donc là aussi, la traduction est un enjeu majeur. Je parle à celui qui fut aussi président du jury d'un grand prix littéraire. Mohamed Dib. Voilà, le prix Mohamed Dib. Et très souvent, les lauréats d'un prix dans une langue sont très peu, voire pas du tout traduits dans l'autre langue. Et donc, on ne peut pas se découvrir les uns les autres. Et là aussi, la traduction se trouve dans cet enjeu crucial. Oui, comme vous le dites, c'est-à-dire que la littérature algérienne a été écrite dans deux langues et ces dernières années dans une troisième langue, le tamazight. Et ce qui est très intéressant, c'est de construire une passerelle linguistique entre ces trois volets littéraires. Trop souvent compartimentés. Oui, compartimentés. Et pour aussi, moi j'ai appelé ça une réconciliation linguistique. Parce que moi j'ai vécu les années 70 où il y avait un grand conflit entre la littérature francophone et la littérature arabophone. Oui, on se souvient de la controverse avec où les deux parties ignorent ou renient l'existence de l'autre. Oui. Et donc moi c'est vrai que je suis venu à la traduction par effraction, mais j'ai aimé ça. Et j'ai traduit, j'ai beaucoup traduit pour faire approcher, pour donner aux lecteurs arabophones des textes écrits en français par des Algériens pour qu'ils découvrent en fin de compte que ces écrits sont algériens, très très algériens, et qu'ils racontent la société algérienne, alors qu'il y a eu certaines, disons, tendances, certains langues qui voulaient, comment dire,
renier cette littérature algérienne de langue française pour dire que de toute façon elle appartient à la littérature française et non pas à la littérature algérienne. Donc voilà. Et puis aussi, je pense que nous avons besoin de traduire. Et non pas, moi j'ai fait, c'est vrai, peut-être des gens qui m'ont dit, tu as fait un parcours à sens unique, c'est-à-dire traduire du français vers l'arabe. Et tu as plus travaillé, fait connaître la littérature algérienne d'expression française que celle vers l'arabe. Mais je pense que aussi la traduction ne dépend pas de la vie et du désir du traducteur. Il y a aussi les maisons d'édition, il y a aussi beaucoup de choses. Oui, moi aussi, j'aimerais bien traduire des romans de langue arabe vers le français. Mais il faut trouver aussi des subventions, il faut trouver des éditeurs qui sont intéressés. Mais même si, moi, je me dis que traduire la littérature algérienne de langue arabe et la publier en Algérie, elle n'aura pas un grand impact. Ce qui est intéressant, c'est de travailler dans la diplomatie culturelle et essayer de traduire les écrivains algériens de langue arabe et les publier dans des maisons françaises, dans des maisons d'édition françaises. Oui, ça aussi, c'est intéressant. Essayer de les traduire en anglais et essayer de les exporter vers justement le monde anglo-saxon ou les traduire en Italie ou en allemand. C'est ça. Et c'est ça où intervient le travail de nos ambassades, surtout de ce qu'on appelle les attachés culturels. Les attachés culturels. Voilà, c'est-à-dire ils peuvent faire un grand travail dans ce sens-là et aussi même placer de l'argent Oui. parce qu'il y a beaucoup de pays qui le font. C'est tout un chantier, excusez-moi de m'interrompre. C'est tout un chantier sur lequel on pourra peut-être revenir dans une émission consacrée à ce sujet. En tout cas, je rappelle que votre roman, tout beau, s'appelle Jasadi al-Mustabah, Hubbun fi Asf al-Rab, et que par ailleurs, vous avez aussi publié un recueil de textes traduits, Uyun min al-Adab al-Jazairi. Merci beaucoup, Mohamed Saïd, d'avoir été parmi nous. Je me tourne vers Najib Stambouli pour le mot de la fin. Juste une gifle, votre dernier roman, lui aussi évoque la solidarité et les rapports de solidarité, puisque Dila Adila va se tourner elle aussi vers un centre de femmes en détresse et vers un groupe de parole. Et donc la parole, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit vocale, la parole, c'est aussi ce qui libère. La parole, c'est-à-dire le mutisme. C'est le mutisme qui frappe toutes les victimes. Et c'est un peu, c'est-à-dire si ce livre aura permis à une seule femme de s'exprimer, soit en allant vers la gendarmerie ou la police, ou simplement de se plaindre à son frère, à son père, à ses amis, il faut parler. C'est-à-dire le drame dans le drame, c'est le silence dans lequel se murent les femmes victimes. Ceci dit, on ne va pas les culpabiliser, on ne va pas rendre coupables des victimes, parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi elles se taisent. Elles se taisent parce que si elles parlent, elles vont entamer la procédure de divorce. Le divorce, c'est une suite de problèmes, des problèmes très concrets, c'est-à-dire où elle va emmener ses enfants, si elle en a, dans quel logement. La famille, elle la renie, elle va pas accepter des problèmes financiers. Et puis surtout, comme obstacle, c'est le regard de la société sur une femme divorcée. C'est-à-dire, ce sont autant d'écueils, autant de verrous qu'il faut savoir lever et déflagrer en mettant sur le tapis, en mettant sur la table ce terrible fléau qu'est la violence faite aux femmes, un peu trop passé, inaperçu, passé sous silence, et c'est malheureux. Donc il faut que chacun dans son coin, dans sa famille, dans son lieu de travail, dans son lieu de lecture aussi. Ou au milieu de sa machine à écrire, de son ordinateur en tout cas, puisse libérer la parole, ce que vous faites avec Juste une gifle, votre dernier roman. Merci beaucoup Najib Stambouli d'avoir été parmi nous. Merci Mohamed Sari. Et puis les meilleurs pour la fin,
Merci à ceux qui font vivre la littérature en la lisant. Merci à vous, chers amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt.